Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Aimer la mer et regarder le ciel en permanence ne vous a jamais empêché de demeurer très terre à terre. Les tempêtes que vous évoquez dans votre nouveau livre ne vont pas nous empêcher toutefois de passer ensemble un moment serein. Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Alors, il y a ce livre, Les histoires extraordinaires de la météo chez Fayard qu'on va évoquer, mais votre parcours aussi est passionnant parce qu'on vous connaît à travers la météo, mais vous avez eu un parcours qu'on connaît mal et le principe des clés d'une vie, c'est de l'évoquer à travers des dates clés. Et la première, elle n'a pas de rapport avec vous, mais un rapport lointain, vous n'étiez pas né, le 27 mars 1874, c'est là qu'on inaugure un fort qui a marqué votre histoire. Chanson de Carlos, on ne sait pas qu'elle a été écrite par Jodassin d'ailleurs, et Claude Lemel, et c'est la première collaboration entre Jodassin et Carlos qui étaient les meilleurs amis du monde. Alors pourquoi je parle de ce fort ? Parce que le fort de Saint-Cyr, ça a été la station météorologique militaire et de dépôt d'armement pendant la Première Guerre mondiale, l'école nationale de la météorologie et à Bois d'Arcy, et vous l'avez intégré au départ. Exactement, c'est vrai que j'ai été d'ailleurs la dernière promotion à Bois d'Arcy, oui, avant que l'école nationale de la météorologie déménage à Toulouse. Donc oui, c'est un souvenir, hein, c'était ces forts qui protégeaient la ville de Paris dans ces années-là. Et effectivement, l'école de la météorologie a occupé très longtemps ce fort de Bois d'Arcy pour former des générations de météorologistes. Et je crois que vous êtes arrivé là après une année universitaire à Nîmes. Ah oui, alors universitaire non, parce que là c'était pendant mon service militaire, oui. J'étais à Nîmes, donc j'ai été officier pendant mon service militaire, donc j'étais EOR, on était élève officier de réserve, et j'ai fait cette formation-là à Nîmes, donc c'est pas tout à fait universitaire, mais c'était quand même une formation d'ailleurs très exigeante. J'en garde un souvenir important sur plein de points de vue, parce que il y avait une exigence, il y avait un sens de l'autre, il y avait un sens du partage, comme on peut l'apprendre dans l'armée, et c'est vrai que ça m'a servi et ça me sert encore. Voilà. Et l'armée, finalement, il y a un côté filial. Vous êtes né à Reims et votre père était militaire dans l'armée de l'air. Exactement, il était mécanicien sur avion. Il a effectivement lui aussi pas mal voyagé. Quand on est militaire, on le fait. Il a voyagé en Afrique du Nord, il a voyagé dans plusieurs parties de la France. Hein. Moi, je suis né à Reims, mais de passage, j'aurais pu naître ailleurs. Puis on a vécu sur la façade atlantique, sur le bassin d'Arcachon, en Provence. Et je pense que d'ailleurs, c'est à travers ces voyages que moi, c'est façonné, ou en tout cas a commencé à germer ce rapport à la nature et à tout ce que ça pouvait apporter en termes d'émotion. Vous êtes né à Reims comme quelqu'un qu'on a beaucoup vu à TF1, qui est Patrick Poivre d'Arvor. Exactement. Ouais. Alors il se trouve que c'est très bien de voyager, mais l'école, on se fait pas de copains, c'est ça le problème, Louis. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire, j'ai jamais pu dire, j'ai des souvenirs d'amis d'enfance, j'ai des amis d'enfance. Ça, effectivement, j'ai pas eu, mais en revanche, j'ai eu une diversité de rencontres, d'émotions, de partage, notamment à travers cet environnement, et ça m'a façonné une autre partie de mon caractère et probablement de ce que je suis encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis vous avez découvert le sport, je crois qu'à 14 ou 15 ans, vous êtes un champion d'athlétisme, Louis Baudin. Oui, alors ça, après les gènes font qu'on a la chance ou la malchance de naître dans certains endroits avec certaines dispositions. Et c'est vrai que mes parents étaient plutôt sportifs, plutôt engagés, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir quelques prédispositions en athlétisme et donc m'en suis servi. En tout cas, je me suis entraîné. Et c'est vrai que c'est important de rappeler ça, c'est que c'est toujours facile d'être un sportif ou dire on était sportif quand on a quelques dispositions et finalement il y a quelques victoires ou en tout cas des bons classements qui valorisent et qui entraînent et qui donnent l'envie d'en faire toujours plus. Vos parents faisaient beaucoup de sport ? Ah, mon père faisait beaucoup de sport, oui, ça a été un sportif, il a fait de l'aviron, il a fait de l'athlétisme, lui aussi, il a fait du football, il a fait et puis il nous éduquait dans cet esprit-là, dans cet esprit du sport, de l'effort, du progrès. On progresse dans une discipline, qu'elle soit sportive ou autre. D'ailleurs, ça aurait pu être dans la culture, ça aurait pu être dans autre chose. Je trouve que moi, c'était plutôt dans le sport, mais ça apprend un certain nombre d'éléments qui dans votre vie vous accompagnent. Et moi, le sport est quelque chose qui a été fondamental dans mon développement, dans mon parcours. On apprend la patience, on apprend la frustration, on apprend la modestie, parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort que vous dans le sport, hormis quelques grands champions qui est à l'échelle planétaire, mais sinon, il y a toujours quelqu'un de plus fort. Et je trouve que ça éduque, ça apprend. On est frustré. Moi, je me souviens de week-ends qui se finissaient où j'avais pas gagné, où j'avais pas eu un bon résultat, et on se disait je vais y retourner, mais une
grande déception. Il fallait apprendre à la digérer. Et en plus, vous avez pratiqué différents sports dans l'athlétisme. Vous avez fait le demi-fond, Louis Baudin, la course de fond, le 1500 mètres, le 3000 mètres et le cross. Oui, c'est vrai. Quand on a des dispositions, ce qu'on appelle dans le demi-fond, c'est-à-dire ces courses qui vont de 1500 mètres au cross, voire des plus longues distances, effectivement, on arrive à partager ou au fur et à mesure que l'on grandit, voir telle ou telle spécificité pour être un peu plus performant. Je sais que c'était entre 1500 et 3000. C'est là où j'ai eu les meilleurs résultats. Ouais. Ça veut dire beaucoup d'entraînement ? Je me souviens à l'époque, c'est 100 km de course par semaine. C'est tout en suivant ses études. À l'époque, il n'y avait pas encore toutes ces formations ou aujourd'hui ces adaptations que peuvent avoir les sportifs. Et tant mieux. Donc là, il fallait cumuler une scolarité normale et puis s'entraîner le soir. C'était tous les soirs, c'était tout le temps. Il y avait du lundi au vendredi, des fractionnés, du footing et puis le week-end très souvent une course pour essayer de voir un peu le résultat de tout ce qu'on avait fait en termes d'entraînement. Et pourquoi l'athlétisme, Louis Baudin ? Pourquoi l'athlétisme ? Parce que d'abord, quand vous découvrez tout un tas de sports, moi j'aimais le football, j'aimais le tennis, quand et l'école servait à ça. Quand à un moment on vous détecte, dis donc, tu cours pas mal toi. Et puis on passait un test. Et puis après ça, c'était dans le cadre scolaire. Et puis après on intègre un club. Moi c'était à Mantes-la-Jolie, la S Mantes. Ce club bleu et jaune dont j'ai encore des souvenirs incroyables. Et là, il y a un entraîneur qui vient un peu vous chercher, qui dit non, tiens, tu vas faire quelques fractionnés, et puis je vais t'inscrire au cross le week-end prochain. Et puis là, vous faites tout de suite des résultats qui sont corrects. Vous êtes sur le podium, vous faites on s'accroche. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait le résultat encourage, entraîne, donne envie. C'est quand même plus facile quand vous êtes un peu en avant que quand vous traînez dans le peloton, un peu derrière et que toutes les semaines, c'est un peu la même chose. Donc, je reconnais que quand vous êtes plutôt un peu performant, c'est plus facile de s'entraîner quand même. Oui, vous avez été champion des Yvelines, je crois. Oui, champion des Yvelines. On fait 3e au championnat de France par équipe en 4x1000 en relais, exactement. J'étais pas, ce que je dis, j'étais pas le meilleur, mais bon, j'étais dans les meilleurs et ça, c'est déjà très encourageant. Et vous continuez aujourd'hui à faire un peu de sport, d'athlétisme ? Oui, quand je vous dis que c'est ma vie, le sport, c'est ma vie. Je crains le moment où malheureusement en vieillissant on peut plus, mais je continue à courir un peu, alors beaucoup moins vite, ça il faut l'accepter, c'est pas facile à accepter, ça y est, j'ai franchi le pas, là ça y est, j'accepte maintenant, mais je fais un peu de ski, je fais un peu de surf, j'ai découvert le surf en mer et j'adore ça, donc j'essaie de rester suffisamment en forme pour pratiquer ça avec juste ce qu'il faut pour qu'il y ait du plaisir, voilà, ça c'est important. Et puis Louis Baudin, il y a une autre passion qui est venue de cette époque, c'est l'aviation libre. Ouais. Oui, parce que mon père, qui n'était pas pilote dans l'armée de l'air, qui était mécanicien, en revanche, pratiquait le week-end le planeur. Il était passionné par ça. Et donc, j'ai été élevé, alors parfois au bord de l'eau, mais aussi sur des terrains d'aviation, que ce soit au Versoux à côté de Grenoble, ou encore à Vinon-sur-Verdon, qui était un haut lieu du vol à voile et qui l'est encore aujourd'hui. Et je passais mes week-ends sur ce terrain-là. Donc, petit à petit, l'envie, la passion sont venus. Et c'est vrai qu'il y avait encore, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de le faire, mais en tout cas, il y avait encore des bourses pour pouvoir apprendre à voler en France, qui est quand même, je le rappelle, j'en profite, je fais une petite digression, le pays de l'aviation. Aujourd'hui, c'est pas par hasard si Dassault, si Airbus sont des fleurons de l'aviation dans le monde. C'est juste qu'on est le pays de l'aviation. On est un pays et il y avait encore à cette époque-là, dans les années 80, la possibilité d'avoir des bourses. Et donc, j'ai appris à voler. Donc, j'ai été pilote de planeur avant d'avoir mon permis. J'avais 17 ans. Oui, vous avez un brevet de pilote à 17 ans avant le bac même. Avant le bac même, oui, exactement. Et je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui a influencé votre passion, c'est un de vos oncles, Michel Bénard. Oui, lui, il était pilote professionnel, il était pilote de voltige. Vous connaissez beaucoup de choses là. Ouais. Et oui, quand vous avez votre père qui pratique le week-end, que vous avez un oncle qui lui fait de la voltige, j'étais spécialiste en voltige aérienne et qui de temps en temps, quand il y a un peu de temps, un peu de place, vous dit allez hop, embarque, je t'emmène et on va faire un vol. Forcément, à un moment, ça finit par imprégner, et on a envie aussi d'être pilote. Ouais. Alors, il se trouve que vous faites vos études, et vous allez faire maths sup et maths spé. C'est quand même c'est pas simple. Ah non, c'est pas simple. Je vous l'accorde. C'est probablement dans mes années les plus compliquées. C'est-à-dire, il y a une exigence, il y a un engagement, il y a, on ferme tout. D'ailleurs, le sport, là, ça s'est un peu arrêté. Je faisais juste un peu d'entretien, mais là, le sport de haut niveau, terminé. Là, il faut
faut être 24 heures sur 24 à faire des maths, de la physique, et encore c'est pas assez. Moi j'étais pas suffisamment doué pour intégrer les très très grandes écoles, mais en revanche ça m'a appris, ça m'a donné, ça m'a forgé un état d'esprit, ça m'a donné un cerveau qui est devenu plus souple. Quand on regarde ça dans l'immédiat, on se dit mais pourquoi on m'apprend tout ça, des équations, mais je m'en servirai jamais. C'est vrai, je m'en suis jamais servi. Mais ça sert jamais. Jamais. Sauf ceux qui font de la recherche fondamentale ou des choses comme ça. Et quand même, quelques années plus tard, je me dis, waouh, mais ça quand même, ça m'a forgé une façon de réfléchir, ça m'a forgé la patience, ça m'a forgé l'apprentissage. On apprend, on progresse, on va dans le détail, et c'est comme ça qu'on avance. Et ça, ces écoles préparatoires, que ce soit dans le côté littéraire ou dans les maths ou dans la physique, ça vous apprend ça quand même. Et c'est une très très bonne école. Et il y a eu un problème, c'est une visite médicale qui vous a empêché de devenir pilote de chasse. Ah ouais, ça c'est le premier gros problème. Celui-là, j'ai mis longtemps à le digérer. C'est vrai Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais pas la vue, hein, je suis myope, donc ça c'est rédhibitoire. Hein, il faut une visite médicale parfaite et c'est normal hein, pour devenir un pilote de chasse. Vous pilotez, vous avez une responsabilité énorme. Vous pilotez des avions. Aujourd'hui, les pilotes des Rafales, qui sont des avions d'une exigence, d'une performance, d'un coût incroyable. Donc on peut pas confier ça à n'importe qui. Donc faut être l'homme parfait pour pouvoir piloter. Et je ne l'étais pas. Donc on m'a pas accepté. Mais c'est vrai que j'ai quand même été, alors c'est un peu la caricature, mais j'ai été jusqu'à l'entrée de l'école de Salon de l'Air, hein, où on forme les pilotes, en me disant, bah voilà, si tu avais eu la visite médicale, tu serais rentré là. Vous ne l'avez pas regretté finalement? Non, mais parce que heureusement, hein, il faut rebondir, il faut s'en servir. Mais oui, vous avez mis le doigt quand même sur quelque chose qui est longtemps resté une frustration. Et je crois que quand je ferai le bilan de ma vie, il y aura toujours ce petit bémol, quoi. Je me dis, dans une autre vie, je le ferai. On verra. En tout cas, il y a eu une autre vie qu'on va évoquer à travers la date du 1er août 1990. Tout de suite sur Sud Radio avec Louis Baudin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, le beau fixe grâce à notre invité Louis Baudin pour ce livre, les histoires extraordinaires de la météo chez Fayard qu'on va évoquer tout à l'heure. On a évoqué vos débuts ratés comme pilote de chasse, mais le 1er août 90, alors c'est important parce que je crois que c'est votre première télé comme routeur de Florence Artaud. Ouais, exactement. Ouais, ils ont mis le doigt sur une autre date fondamentale. Ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit la passion, la patience, parce que effectivement, j'avais l'aéronautique, on en a parlé comme passion, mais j'avais aussi la mer, la voile avec tous ces récits. Hein, quand on est petit, on dit Jack London, et puis en plus Joshua Slocum, et puis après on découvre Tabarly, parce que voilà, c'est quand même un personnage hors du commun. Et quand on cumule tout ça et qu'on a la chance, je l'ai dit, quand dans ma jeunesse, j'ai vécu sur le bassin d'Arcachon. Je raconte toujours cette anecdote où c'est pas arrivé souvent, mais de temps en temps, quand la marée était haute, qu'il y avait pas trop de vent et que ça correspondait à l'horaire, j'allais à l'école en petit bateau à voile, en ZEF, un petit dériveur. Donc voilà, tout ça vous donne aussi une éducation, une sensibilité, une envie, une passion. Et la voile est devenue une vraie passion à l'adolescence, avec cette idée, un jour je partirai, un jour je naviguerai, un jour je découvrirai l'horizon et ce qu'il y a autour. Et ça a été très très long, mais un long parcours réfléchi, parce que j'ai fait maths sup, maths spé, mais à la fin je me dis, bon, qu'est-ce que tu vas faire d'intéressant là? Bon, tu veux revenir sur la voile? Et effectivement, l'école de la météorologie était une porte ouverte vers ces passions-là, et ça a marché. Je suis devenu un météorologiste. Ce météorologiste s'est spécialisé vers l'assistance aux marins, donc j'ai commencé à Marseille, ça a pris du temps, et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui connaissait bien Florence Artaud, et de fil en aiguille, j'ai eu la chance de la rencontrer et de gagner sa confiance. Pourtant, je commençais, hein, comme vous dites, là, je n'étais vraiment pas connu. Je commençais dans ce domaine-là, et elle a probablement compris la passion, l'envie, la marge de progrès que je pouvais avoir dans ce domaine-là, et elle m'a donné ma chance de faire partie. Elle venait de battre le record de la traversée de l'Atlantique Nord à la voile en solitaire, et vous êtes devenu routeur. Qu'est-ce que c'est exactement être routeur? Routeur, justement, ça a commencé sur ce record de l'Atlantique. Hein, c'est avec ce record que j'ai commencé à collaborer avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur une course en solitaire, on s'installe dans un bureau
et on se met enfermé comme si on était sur le bateau, mais on est à terre. Et on collabore, on échange en permanence avec le marin. Moi, j'ai changé essentiellement sur la partie météo, qui est fondamentale. C'est-à-dire que si un bateau à voile ne va pas dans la bonne direction pour essayer de gagner vers l'arrivée, eh ben, il ne gagnera pas ou il ne battra pas le record. Et donc, le rôle, c'est ça, c'est d'optimiser la trajectoire sur l'océan pour donner le fil j'allais dire du record, ou en tout cas de la trajectoire qui va être la plus rapide. Alors, dans cette séquence de télévision qui est passée le 1er août 90, on voit en bras de chemise entouré d'ordinateurs qui sont absolument pas ceux d'aujourd'hui. Ah non, absolument pas. C'était même l'embryon, je me souviens, des premiers Macintosh, oui, qui étaient aussi longs, profonds, enfin tout petits avec des tout petits écrans. Avec des disquettes. Des disquettes, oui, exactement. Et on mettait là-dedans des isochrones. On commençait à élaborer le lien entre les capacités du bateau, les vents prévus et le travail d'expérience du météorologiste. Voilà, c'était les embryons du routage. Il y avait d'autres qui commençaient. Il y avait Jean-Yves Bernot qui avait même commencé avant moi, qui est aussi un grand routeur, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Et petit à petit, on a avancé, progressé entre la technologie, l'expérience et l'amélioration aussi des prévisions météo. Et je précise pour l'histoire qu'à l'époque, vous aviez encore quelques cheveux. Ah, c'est vrai. Oui, on le voit sur les photos. On le voit, c'est vrai. On le voit sur les images. Alors, vous parlez du bassin d'Arcachon. Je crois que Andernos-les-Bains a été important dans votre parcours. Exactement. Quand je parlais tout à l'heure de la possibilité d'aller à l'école du BT, qui était l'école où j'allais, là, j'étais encore en primaire. Et effectivement, on pouvait y aller par la mer, on pouvait y aller par la plage. Donc, c'est un moment important parce qu'en plus, ce bassin d'Arcachon, c'est un endroit plutôt rassurant. On n'est pas au bord de l'océan. Donc mes parents, je pense qu'à l'époque, ils étaient un peu plus libres, ou j'en sais rien par rapport aux enfants, et on avait libre cours d'aller. Je me souviens, on partait au bord de l'eau, on faisait des radeaux, on s'entraînait. On déplaçait parfois quelques pinasses, qui est quand même un bateau typique du bassin d'Arcachon, mais on était tellement repérés, on était 3 frères, que finalement, quand notre mère nous cherchait, il y avait toujours quelqu'un pour dire « Ouais, on les a vus passer, là, ils sont là, tiens, on les a vus passer là ». Donc c'est l'apprentissage naturel, spontané du rapport à la nature, et là notamment à la mer. Et il se trouve que Andernos-les-Bains est célèbre pour la présence de 2 grandes légendes, Sarah Bernard et Toulouse-Lautrec, qui venaient régulièrement passer des vacances à Andernos. Ah ça je savais pas. Voilà. Alors il y a eu la traversée de l'Atlantique à la voile. Ouais. Ça aussi, ça a été important. C'est important parce que, encore une fois, c'est marrant parce que je dis ça souvent aujourd'hui à des gens qui sont passionnés de voile. Je dis à un moment, il faudra traverser. Il faut traverser. Parce que quand vous traversez, vous quittez l'horizon, vous quittez la terre et vous allez de l'autre côté. Donc ça, je pense, active chez tout être humain quelque chose qui est viscéral. D'ailleurs, on en parle dans le livre, qui est on va voir de l'autre côté, on va voir plus loin, on découvre. Alors aujourd'hui, plus grand chose à découvrir, même si je pense qu'il doit rester encore quelques petites zones. Et quand on traverse l'Atlantique, ça se réveille en nous. Et d'ailleurs, toutes les personnes, je crois qu'il n'y a pas une exception, m'a dit, oui, t'as raison, Louis, quand on a traversé, on n'est plus le même. Il se passe quelque chose. Et donc, traverser l'Atlantique, c'est quelque chose d'important, je pense, dans une vie, pour ceux qui ont la chance de le faire. Oui, en même temps, il faut être lucide, Louis Baudin, la mer ne vous fait pas le moindre cadeau. Ah non. Non, c'est pour ça que quand on a la prétention d'aller sur cette mer, et quand en plus on a la prétention de le faire en course, et en plus sur des bateaux qui sont pas forcément très faciles et plutôt dangereux, comme les bateaux de course, les trimarans, notamment à l'époque de Florence Artaud, quand j'y réfléchis avec le recul, et d'ailleurs quand j'en parle avec des marins d'aujourd'hui, mais vous étiez fous, vous traversiez sur ce qu'on appelle des engins de plage, des trimarans qui se retournaient très facilement. D'ailleurs, il suffit de voir le ratio de voiliers qui arrivaient après chaque course. Il y en avait toujours un ou deux qui se retournaient. Il y avait toujours, et malheureusement, des victimes. J'ai perdu Paul Vatine, qui était un marin avec qui j'ai navigué dans une des courses où j'assurais le routage. Donc, c'était des bateaux très, très compliqués. Donc oui, partir en mer, c'est faire preuve d'humilité, c'est faire preuve d'apprentissage, c'est savoir dire non, savoir reculer, savoir exactement où on en est pour dire oui, je peux aller affronter cette mer, ou non, je ne prends même pas le risque. Et ça c'est quelque chose d'important, oui. Oui, et il y a quelqu'un qui était passionné de voile, qui vous a repéré et qui a été très important
important dans votre parcours à la télévision, c'est Philippe Gildas. Oui, c'est vrai. C'est Philippe Gildas qui, le premier, dans les années 90, est venu me dire, mais dis donc, tu parles pas mal de la voile, de la mer, là, t'es assez pédagogique. Viens en parler quand il y a des courses, c'est qu'il aimait bien la voile, dans Nulle part ailleurs. Et effectivement, j'ai fait, je sais pas, sur 3-4 courses, je crois, au moins, avec Marc Touesca à l'époque. Oui. On animait, effectivement, et j'expliquais dans Nulle part ailleurs pourquoi telle trajectoire, pourquoi tel bateau avait choisi de partir plus au nord, plus au sud, pour que les téléspectateurs comprennent un peu ces trajectoires et ces courses parfois un peu bizarres. Ouais. Et à ses débuts, Philippe Gildas a été le témoin, car il était dans le studio, d'une anecdote qui a fait le tour de l'histoire de la radio. Jean 23 meurt, le journaliste arrive dans le studio, essoufflé, dit « le Saint-Marc est père ». Et n'arrive pas à reprendre son souffle et dit « le Saint-Marc est pop ». On n'a jamais pu annoncer la mort de Jean 23 et Philippe Gildas était le témoin et avait beaucoup de mal à garder son sérieux car il faisait bulletin d'information. Alors, vous avez ensuite fait aussi vous êtes devenu routeur de voilier, vous avez appris aussi ce métier et son langage. Complètement, c'était même l'objectif, c'est-à-dire qu'à travers cette compétence-là, le but c'était de réussir à naviguer. Moi aussi, j'avais envie de naviguer, j'avais envie à un moment d'avoir mon projet pour faire la route du Rhum, pour faire le Vendée Globe. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre, qu'il faut être intégré sur les bateaux, qu'il faut commencer à être un peu reconnu, avoir une vraie légitimité pour que des sponsors vous disent bah oui, je vais vous donner votre chance et autres. Bon, ça j'ai pas su faire non plus. Voilà. Là je suis resté équipier. Je pense que j'ai été un bon équipier en termes de navigation, de routage, puisqu'il y a eu quelques victoires au bout, en tout cas quelques bonnes positions, notamment avec Paul Vatine, avec Florence Artaud, avec François Lamiot, des marins un peu moins connus, mais où on avait quand même des résultats plutôt bons. Mais j'ai pas été suffisamment bon, il faut le dire, c'est simple, pour basculer moi comme marin avec un sponsor et un projet. Vous avez fait d'autres choses. Il paraît qu'il y a un mot à ne jamais prononcer sur un bateau, c'est le mot lapin. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en tout cas, les marins de ma génération étaient très attachés à certaines traditions et à certains mots qu'on ne prononçait pas sur un bateau. Et c'est vrai que pour avoir juste croisé, pas souvent, mais avoir fait quelques sorties en mer avec De Kersozon, bon, je crois que devant lui, il fallait surtout pas prononcer certains mots, dont celui-là. Et vous êtes arrivé dans cet univers, Louis Baudin, à un moment où les courses en mer intéressaient de plus en plus le public. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les années 90, il y avait là une partie aventure qui était encore très forte, c'est-à-dire que traverser l'Atlantique encore à cette époque-là, c'était une vraie aventure, parce qu'on n'était pas sûr d'arriver, parce que ça allait être empreint de beaucoup de tempêtes et autres, parce que ça prenait encore beaucoup de temps. Aujourd'hui, les bateaux vont très vite, donc on reste moins longtemps en mer, mais à l'époque, on pouvait rester 15 jours, 3 semaines, donc en 3 semaines, il pouvait se passer beaucoup de choses. Donc oui, c'était encore une aventure, et je crois que l'aventure, l'humain, l'homme, il aime ça, il se transpose, il rêve, il voyage avec le marin, puis en plus le marin quitte, on le voit plus, donc il y a l'imaginaire qui fonctionne, donc c'est quelque chose qui l'est encore, mais dans ces années-là c'était encore une aventure. Aujourd'hui c'est devenu une compétition, c'est devenu un sport de haut niveau. À l'époque c'était encore de l'aventure, avec le risque, avec bateau qui pouvait chavirer, encore des radios et des communications qui n'étaient pas toujours évidentes, on se souvient malheureusement d'Alain Collat, on se souvient d'Éric Tabarly qui gagne une transat, il surgit du brouillard, on ne savait pas où il était, est-ce qu'il allait gagner ou pas. Donc voilà, tout ça alimentait effectivement une histoire qui intéressait la France, qui intéressait beaucoup de personnes, et donc c'était très médiatisé. Oui. Et on va continuer à évoquer votre parcours mais sur Terre à travers une autre aventure qui a débuté le 7 mai 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Louis Baudin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, mon invité Louis Baudin. Nous parlerons tout à l'heure de ces histoires extraordinaires de la météo chez Fayard. On a évoqué vos débuts avec la passion de l'aviation, de la marine, des voiliers. Et puis le 7 mai 2010, c'est vos débuts sur TF1 avec Evelyne Delia et Catherine Laborde. Ouais. Exactement, c'est une grande date. C'est une date importante. Oui. Ce premier bulletin, vous deviez être très ému sur TF1. Oui, c'est beaucoup d'émotions. C'est là aussi le résultat d'un travail. J'ose dire, peut-être que les auditeurs ont trouvé que je me répète, mais moi je trouve que je suis un besogneux, je suis un laborieux, et j'ai commencé à basculer vraiment dans les médias, donc à quitter Météo France pour intégrer cette volonté de rentrer dans les médias. C'était en 95 avec la chaîne Météo. Et donc, il y a tout un apprentissage, de la présentation. Alors,
juste dire là quand même en parallèle, moi j'adore transmettre, j'adore la pédagogie, c'est quelque chose qui est très important. Tout ce que j'aime, souvent j'ai été moniteur de voile, j'étais prof de maths, j'étais moniteur de tennis, voilà. Et quand j'ai donc pas réussi à trouver un sponsor et avoir mon projet. À un moment, je me suis dit, bon, faut que tu trouves autre chose, faut que tu avances, et que les médias sont un peu intéressés à moi, avec la chaîne Météo, et un peu venus me chercher, ou en tout cas, on a trouvé un moment d'accord dans ce projet-là. J'ai découvert que j'allais pouvoir parler de mon métier. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Tu vas raconter ton métier sur un média. Alors bon, modeste au début, la chaîne Météo, mais bon, il se trouve que ça a marché. Philippe Gildas probablement avait trouvé que je le transmettais assez bien, et puis c'est vrai que j'ai eu la chance, une chance extraordinaire, c'est que les médias sont venus me chercher. Oui. Donc il y a eu Canal qui est venu me chercher à travers iTélé en 2000, et puis après c'est RTL qui est venu me chercher en 2002, et puis effectivement en 2009 quand TF1 cherchait un présentateur. Moi, j'avais pas postulé. Je me disais, de toute façon, ils me prendront jamais. Et puis un jour, c'était une Delia qui me dit, mais Louis, t'as pas passé le casting pour... Je dis, non, vous me connaissez, vous me voyez. Là, j'étais sur iTélé à l'époque. Si vous avez besoin, je viens. Oui, tu vas venir. Et donc, je suis venu me passer le casting. Et puis, quelques mois après, elle m'a dit, Louis, c'est toi qui es retenu. Et là, oui, c'est une surprise. Et puis, il se passe beaucoup de choses. Parce que d'un seul coup, vous intégrez le média majeur en télévision, en France, et même en Europe, il l'est encore aujourd'hui. Et donc, d'un seul coup, vous êtes projeté comme ça devant tout le monde, quoi. Parce que vous faites 5, 6, 7... à l'époque, on faisait encore 7, 8 millions en 2010 de téléspectateurs. Et là, votre vie, elle change. Ça, il faut bien reconnaître. Oui, parce que Naon Spanolini, qui était le président de TF1, vous a dit à l'époque, tu vas voir qu'en quelques semaines, la France va devenir pour toi un petit village. Exactement, c'est exactement ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, je lui rends hommage parce que voilà, il est disparu, mais j'adorais échanger, même après qu'il soit parti de TF1, pour beaucoup de choses, parce que voilà, c'était un personnage qui adorait lui aussi la transmission, qui adorait le média, et oui, il m'a dit ça, il m'a dit, mais on va t'accompagner. TF1 va t'accompagner, parce que tu vas voir, les choses changent assez radicalement. Alors, il se trouve que, pourquoi ça marche tout de suite, c'est qu'on découvre quelqu'un affable, impeccablement soigné, et qui explique les choses simplement. Et ça, pour vous, c'était très important, Louis Baudin. C'est fondamental. Et c'est ma marque de fabrique. Et voilà, c'est quelque chose que je cultive. C'est quelque chose, aujourd'hui, que je confronte nos téléspectateurs, aux gens qui viennent me voir, parce que j'aime bien avoir cette petite musique-là. Moi, je fais ça parce que je suis un météorologiste, que j'ai envie de transmettre, que c'est une information qui intéresse, qui aujourd'hui préoccupe à travers le réchauffement climatique, à travers ses conséquences, à travers la façon dont on doit s'adapter. Et oui, je prends à cœur d'avoir ce rôle pédagogique, de transmettre, et puis d'être le plus juste possible, parce que c'est une information qui peut être importante, monde agricole, dans les loisirs, dans son occupation. Donc il y a cette volonté de toujours faire mieux. Oui, et en même temps, il est possible qu'on se trompe et il faut l'assumer. Exactement. Pour ceux qui me connaissent sur TF1, vous verrez, je suis un des rares, je ne sais pas si je suis pas le seul d'ailleurs, à faire un mea culpa. Vous verrez, de temps en temps, quand je me suis trompé sur une grande zone, pas sur un petit endroit, mais sur une grande zone, à commencer par un mea culpa, parce que d'abord c'est une marque de respect, ça montre que j'ai quand même regardé la météo, j'ai pas juste dit allez il fera tel temps puis je m'en moque, non, je vérifie, je fais ce mea culpa, et donc je respecte, je trouve que le respect de l'auditeur, du téléspectateur, c'est fondamental. Oui, et je crois que d'après un sondage, vous êtes connu par 40 millions de Français de manière formelle, et les autres vous ont vu au moins une fois, voire 3. Oui, alors ça c'est ce que dit la communication de TF1, je ne l'ai pas vérifié. Oui, la notoriété est importante quand vous passez à TF1, ça je vous le confirme, mais c'est grâce à TF1. Et en revanche, oui, c'est vrai que d'avoir une telle audience, ça donne forcément, surtout au bout d'une 15 ans maintenant, une quinzaine d'années, une très forte notoriété en France, oui, ça c'est sûr. Et il faut savoir, Louis Baudin, que tout ça a commencé par un diplôme d'ingénieur prévisionniste. Ouais. Alors là, si on remonte en arrière, oui. C'est vrai que quand j'étais à l'école nationale de la météorologie à Bois d'Arcy, j'ai passé donc différentes étapes. Quand on devient météorologiste, on reste modeste là aussi. Moi, j'aime bien toutes ces leçons-là. J'aime bien ce rapport à la science, à la nature. On est humble, on progresse. Surtout quand j'ai commencé en météorologie, faire une bonne prévision, même à 24 heures, mais c'était déjà très compliqué. J'avoue, d'ailleurs, je le dis plus facilement maintenant, mais que j'ai eu une période dans les premières années où je doutais un peu. Je me disais, mais t'apportes pas grand-chose parce que la prévision est pas encore très fiable. T'es peut-être trompé de métier, peut-être tu peux pouvoir faire autre chose de plus utile, parce que j'aime bien encore une fois le partage et l'échange.
Et heureusement, il y avait monsieur René Maillançon à l'époque, qui était un chef Prévis, qui avait aidé les frères Pajot dans les Jeux Olympiques, qui m'a dit accroche-toi, tu vas voir, on fait des choses, on progresse et sois patient. Et effectivement, je suis resté et patiemment, j'ai participé à ces progrès. Donc on est un observateur, puis après on fait ce qu'on appelle du radiosondage. On envoie ces ballons là pour aller voir le temps qu'il fait en altitude, puis après on devient assistant à la prévision, puis après on devient prévisionniste, et puis voilà, et petit à petit on se forge un peu de compétences et un peu de savoir-faire. Oui, et puis vous aviez aussi un autre atout qui est pas si fréquent. Vous aviez observé les présentateurs de météo américains, Louis Baudin. Oui, alors ça c'est vrai que il y a eu quelques années, on le fait un peu moins maintenant. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'il faut être curieux. C'est-à-dire qu'il faut en permanence se remettre en cause. Moi, je fais partie de ces gens. J'espère que la plupart le font parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça, je trouve qu'on peut encore garder une forme de plaisir à vivre. C'est que tous les matins, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux, comment je vais pouvoir le faire. Et dans mon domaine, évidemment qu'il faut aller chercher les informations. Alors grâce à Internet aujourd'hui, c'est facile, mais il y a encore une vingtaine d'années, avant Internet, il fallait lire, il fallait téléphoner, il fallait regarder. Donc on regardait la télévision et regarder une télévision à l'étranger, et c'était très formateur parce qu'effectivement, c'était une autre culture, une autre phase, et notamment les anglo-saxons qui ont eux une exigence et un rapport à la météorologie que les latins n'ont pas. Donc c'était intéressant de voir comment ils pratiquaient, comment ils faisaient pour être justement très pédagogique, parce que la météorologie est très importante pour les anglo-saxons, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Oui, et quand on revoit les premiers journaux télévisés de 1949, le bulletin météo, c'est 2 fois par semaine. Alors c'est un carton filmé à Météo France. Le film part dans une voiture à rue Cognac-G, et il est vaguement développé sur 2 boîtes de petits pois prises à la cantine, et il passe comme ça à l'antenne. Oui, ça commence comme ça, effectivement. Puis après, on met des petites magnettes qu'on colle, et puis après, on arrive au fond vert. Mais tout ça prend quelques années, quelques décennies même. Et vous avez commencé comme technicien météo à Ajaccio, je crois. Oui, c'est vrai, exactement. Ça y est, toujours ma même recherche, c'est-à-dire je veux devenir un spécialiste dans le domaine maritime. Donc j'ai commencé à Ajaccio, et là, Ajaccio, c'est quand même incroyable. Vous découvrez que les Iliens, mais je l'ai appris depuis, les Iliens sont pas trop tournés vers la mer, ils sont tournés vers l'intérieur. La mer, c'est le danger. D'ailleurs, quand on regarde la Corse, elle est protégée par des petites tours qui se voient les unes aux autres pour protéger. Donc la mer est pas forcément le milieu vers lequel on va. Il y a quelques pêcheurs et autres. Donc je lui dis non, tu vas pas rester en Corse si tu veux devenir spécialiste dans la voile et dans les compétitions. C'est pour ça que je suis resté 1 an et demi à Ajaccio. Génial, une île extraordinaire, une ambiance incroyable. Mais moi, je voulais continuer à acquérir de la compétence, et j'ai ensuite été à Marseille, où là j'ai réussi à rentrer dans ce qu'on appelle le milieu de la course au large. C'était Paul Ayas, Luc Lorenzato et j'en oublie qui m'ont appris et qui ont accepté de m'embarquer et de m'apprendre à naviguer un peu mieux. Ouais. Oui, et à la radio, vous avez animé une émission qui s'appelait, je crois, Embarquement immédiat. Ouais, Embarquement 92, mais vous avez raison, ça correspondait 92, oui. sur Radio Allo Provence, voilà. À Loche, on est Radio Allo Provence. Effectivement, c'était le début des radios libres. Vous voyez que déjà à cette époque-là, il y avait cette envie c'était même pas de faire de la radio. Je pensais même pas à ça. Je me dis mais moi j'ai envie de raconter ma passion de la voile. Et donc voilà, j'avais l'occasion de le faire. Et donc je l'ai fait pendant, je sais plus, ça a duré 1 an ou 1 an et demi. Ouais. Je sais même pas si on avait des auditeurs, mais peut-être. En tout cas, vous avez ensuite appris Louis Baudin et vous êtes arrivé au bon moment. La météo satellite, les écrans radars, là aussi, c'était une formation importante à Météo France pour vous. Bien sûr, il est évident que j'ai participé, ou en tout cas j'ai eu la chance, je pense, de connaître des années 80 au début des années 2000 à la plus grande progression ou de l'amélioration des prévisions, parce que effectivement vous avez raison, la technologie a progressé, les satellites ont été de plus en plus performants dans l'observation, donc dans la façon de disséquer l'évolution du climat. On comprend bien que mieux on connaît le temps qu'il fait, plus a priori on va faire de bonnes prévisions. Et puis les calculateurs. Je raconte toujours cette anecdote, mais dans les années 60, on faisait de la prévision sur des ordinateurs qui mettaient 3 semaines pour faire une prévision à 24 heures. Donc c'était pas très... Oui, mais on a progressé. Et aujourd'hui, on en est, je crois, à Météo France, là, il y a les plus grosses puissances de calcul à Toulouse. On en est à 20 milliards d'opérations à la seconde. Donc là, le modèle, la prévision sort en 2 heures. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Et en matière de météo, Louis Baudin, vous avez un maître dont vous allez reconnaître la voix.
Eh bien, moi, je vous l'avais dit depuis le 1er janvier que l'été allait pas être beau. Et je l'ai répété. Albert Simon, qui était l'inventeur de la météo dans les médias. Ouais. Il était à Europe 1, c'était un mélange de Garcimore et de Géoff Trouve-Tout. Alors, lui, je ne sais pas si vous le savez, il faisait confiance aux merles pour ses prévisions. Quand les merles arrivaient siffler au printemps, c'est que le vent venait du sud. Ouais, c'est ça. Et il avait soi-disant une grenouille qui montait une échelle qui n'a jamais existé. Alors moi, je lui dis pas merci, en tout cas sur le plan de la fiabilité des prévisions, parce que, mais même encore aujourd'hui, on en parle. On en parle parce qu'au 1er janvier, il était capable de vous dire le temps qu'il allait faire le 15 août. Ou 13 août. Mais vous imaginez bien, mais c'est impossible. Même encore aujourd'hui, on fait des prévisions à une semaine et au-delà d'une semaine, je n'en sais rien. J'en profite, auditeur, pour vous le répéter. Si on vous dit le contraire, c'est faux. Croyez-moi, sur le reste, on peut en discuter, mais la prévision météo, ça marche de 0 à une semaine. Après, on ne sait toujours pas faire. Mais c'est déjà pas mal. On a bien progressé. Mais Albert Simon a quand même été un maître du genre. En fait, non. Après, je caricature, mais en revanche, ça fait partie de ces personnages comme Gilot Pétré et autres qui ont mis en avant la météorologie, qui ont montré que c'était un élément important dans l'information et dans le partage. Parce que très souvent, quand on se parle, on se découvre par quoi on commence. Il fait beau aujourd'hui, il fait froid. Et hop, on engage la conversation. Donc la météorologie est quelque chose qui est au centre de nos vies, qui est un élément important. Et ils sont quelques présentateurs comme Albert Simon à avoir fait partie de cette place, ou en tout cas de la mise en place de ce qu'est la météorologie aujourd'hui. Ouais. Et je crois que vous avez un rêve aujourd'hui en dehors de la météo, c'est de présenter un jour Louis Baudin au Chaya Nature. Ah, j'aimerais bien, oui. Appel à Ara Aprican s'il écoute l'émission. Mais je crois que non, malheureusement, c'est peut-être plus d'actualité, ou en tout cas, c'est pas aujourd'hui dans les priorités TF1. Oui, j'aimerais bien parce que c'est l'expression de tout ce que j'aime, de ce que je suis, de ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire transmettre tout ce que la nature offre de plus beau encore aujourd'hui et peut être encore très très belle en matière d'émotion, de couleur, d'esthétique, de partage. Moi, c'est aujourd'hui ce qui me fait vibrer. C'est toutes les émotions que cette nature peut apporter, l'observation. Mais ça peut être culturel, ça peut être un tableau, ça peut être. Moi, c'est pas ma sensibilité, mais que chacun puisse encore ressentir ça. Et Ushuaïa Nature était vraiment une porte vers ça, mais la plus extraordinaire, moi, que j'ai pu voir. Et quand on se souvient que Nicolas Hulot a débuté aux Visiteurs du Mercredi en parlant de l'activité culturelle juste avant Casimir, quel parcours! Ben oui, quel parcours, parce que je pense que lui aussi était mu de toute façon par une passion, par une envie à la fois de partager, de transmettre et de vivre, parce qu'il vivait au début les expériences qu'il partageait avec les téléspectateurs. Ouais. Et votre passion, plus que jamais la météo, vous l'évoquez dans un livre qui est sorti le 3 septembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Louis Baudin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Louis Baudin, entre deux bulletins météo, vous avez eu le temps d'écrire un livre qui est sorti le 3 septembre 2025, Les histoires extraordinaires de la météo chez Fayard. Chez Fayard, pourquoi ce livre au départ? Si vous avez écouté l'émission, vous commencez à comprendre que j'adore partager, transmettre, et que ce livre est aussi un moyen de transmettre des valeurs, de transmettre un certain nombre d'éléments dans les réflexions qu'on a aujourd'hui, réchauffement climatique, évolution de la météo, adaptation sociétale, où est-ce que l'on va? Et c'est rappelé à travers ce livre que la météorologie, elle est autour de nous, et que de faire sans, c'est pas bien, parce que forcément ça se retournera contre nous à un moment ou à un autre, et à travers plein d'histoires, c'est montré que cette interface, elle a toujours existé, que parfois même la météo a façonné une partie de l'histoire. Je sais pas si on va prendre des exemples. Oui, on va en prendre plein. Mais au départ, il fallait trouver la documentation. Alors ça, c'est les documentalistes de Fayard. C'est Lise qui m'accompagne sur ces livres, qui a fait ça. Moi, je suis pas un historien. J'adore l'histoire, mais je suis pas suffisamment compétent. Et donc, je me suis appuyé sur des documents. J'espère. D'ailleurs, j'ai pas eu de retour, en espérant que les histoires soient vraies, parce que là aussi, on n'y était pas. Donc, restant modeste. Mais en tout cas, les hypothèses sont sérieuses. Et toute la partie météo qui accompagne ces histoires-là, ça, je les revendique. Ça, c'est quelque chose qui est important et qui permet de montrer à quel point il faut garder ce contact-là, à quel point c'est fondamental de ne jamais oublier qu'on est sur cette planète, qu'on va pas la quitter tout de suite, et que si on oublie cette interface, nous allons nous oublier nous-mêmes. Exact. Alors moi, j'oublie pas aussi certaines anecdotes qui sont dans ce livre. Il y a plusieurs sujets que vous traitez, et le premier, il est lié à un film et une chanson.
Titanic avec Ouais. Céline Dion. Vous avez vu le film, je suppose. Ah bah oui, plusieurs fois. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque Cameron a voulu au départ faire ce film, il a vu l'épave du Titanic et il a trouvé ça tellement fort qu'il a décidé de commencer à filmer cette épave. Avec son frère, ils ont développé une caméra capable de supporter la pression à 4000 mètres. Et ouais. Mais il y avait 12 minutes de film, donc il devait descendre et remonter sans arrêt pour tourner ces images. Et c'est vrai que dans ce livre, vous expliquez, Louis Baudin, que le Titanic a été victime du beau temps. Oui, exactement. Et plus que ça, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que la météo, c'est juste un des éléments de la réflexion et de la façon dont un ensemble de choses a pu arriver à cette dérive. Je m'explique. D'abord, la météorologie, effectivement, factuellement, qu'est-ce qui se passe? Il fait beau. Donc il fait beau, c'est-à-dire que le bateau peut aller vite. Le bateau marche vite. Première chose. Ensuite, à cette visibilité qui est très bonne parce qu'il fait beau dans un endroit où d'habitude il fait pas si beau que ça. Et donc ça permet d'avoir des vigies qui sont, je n'allais pas dire concentrés comme d'habitude, mais en tout cas qui ont peut-être un regard un peu plus lointain ou un peu moins aiguisé que ce qu'ils devraient avoir. Et donc, ils sont trompés par la réfraction, tout simplement, du rayonnement sur l'eau. Et donc, ça veut dire que quand ils aperçoivent des icebergs, ils les voient, ils ont l'impression qu'ils sont beaucoup plus loin que ce qu'ils étaient en réalité. Problème de réfraction. Mais le vrai sujet, c'est pas que celui-là. C'est que si on se replace dans le contexte, le Titanic, c'est le bateau le plus performant de l'époque. Il est indestructible. Il est fait avec de nouveaux systèmes de rivets. Il a des compartiments étanches. Et puis, l'armateur, il met la pression sur son commandant. En disant, ouais, ce bateau-là, il va battre le record. Donc, ça veut dire que non seulement on a cette météo qui trompe les vigies, mais on a surtout un capitaine qui, alors qu'il reçoit, parce qu'on le voit, il reçoit les informations comme quoi il y a des icebergs qui dérivent un peu plus souvent que d'habitude. Bon, avec les observations de l'époque, ça reste aussi tout relatif. Il le sait. Donc, un capitaine, n'importe lequel, qui n'a pas la pression d'un bateau tout neuf, qui doit battre le record, qui est sur une mer plate, aurait probablement ralenti, avant même les icebergs. Là, non. Là, il dit on garde toute vapeur, on continue, parce qu'on va battre le record. On voit des icebergs, oui, mais ça passe à côté. Donc, vous voyez que c'est à la fois un élément météo, mais aussi sociétal dans ce moment-là. Je pense que ce capitaine-là, dans d'autres circonstances, n'aurait jamais fait cette erreur qu'aujourd'hui, tout capitaine ne fait pas. On lui annonce des icebergs, le bateau, il va ralentir. Il va pouvoir être ce qu'on appelle en capacité de manœuvrer s'il rencontre ce que, là, manifestement, le Titanic ne pouvait pas faire puisqu'il a fait sa manœuvre d'évitement, mais malheureusement, il est venu frotter et on connaît la suite. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois la météo et aussi l'homme, la société. C'est les deux en même temps. Et dans ce livre, vous évoquez, alors le brouillard de Londres, on sait qu'il existe, c'est une tradition, mais il y a eu en 1952 5 jours de brouillard c'est presque les bases de la pollution. Exactement, c'est les bases de la pollution et c'est quelque chose qui est tombé sur l'homme encore une fois parce que dans l'urbanisation, dans l'industrialisation qu'on a menée à cette époque-là, on a commencé, et c'est le début, de l'oubli de cet environnement, de l'oubli que nous respirons, de l'oubli que nous mangeons. Et que donc, si on ne respecte pas ces deux fonctions vitales, on commence à avoir des ennuis. Alors ça se traduit par effectivement la pollution très locale. Pas encore de réchauffement climatique, oui, mais déjà, localement, on se concentre, donc on n'a pas d'évacuation, effectivement, il n'y a pas de vent, ça reste calme, ça dure plusieurs jours, et là, d'un seul coup, oui, on voit que on peut en mourir. Et personne n'a rien dit à l'époque. Et personne ne dit rien à l'époque, là, effectivement. Mais non, mais parce que ça nous tombe dessus, parce que on ne réfléchit pas encore, parce que on est surpris. Bon, là, maintenant, c'est facile de dire ça. Il y a peut-être des choses qui vont nous surprendre à l'avenir. On dira dans 100 ans, mais pourquoi ils n'ont pas été capables de réagir ? Mais je trouve ça important. C'est déjà l'illustration que si on néglige cet environnement, si on néglige les fonctions premières, les désagréments arrivent assez vite. Et puis, dans ce livre, Louis Baudin, vous mettez un terme à une phrase qui aurait été soi-disant prononcée « Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière ». Alors ça, c'est intéressant. Quand on étudie cette histoire-là, c'est finalement une légende qui n'en est pas une. C'est-à-dire que aujourd'hui, on dit, on a dit en France que le nuage s'était arrêté à la frontière. Ça, c'est quand même pas banal. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, d'une mauvaise communication,
On en a déduit cette conclusion. Mais en fait, jamais ça n'a été dit par les instances, par le gouvernement ou par les responsables. Jamais. Quand on se replonge dans l'histoire, hein, alors peut-être que certains vont me dire, si, moi j'ai trouvé une petite... Non, de ma connaissance aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est juste de l'interprétation d'une... Alors une négligence peut-être volontaire du gouvernement qui n'a pas dit clairement le nuage a franchi la frontière, le nuage, sauf qu'il n'est effectivement pas dangereux, ce qui est vrai, ça pour le coup, il n'a jamais eu de caractère dangereux sur notre territoire, mais on n'a jamais dit clairement qu'il était passé non plus. Donc voilà, de cette confusion est née cette légende qu'effectivement, à aucun moment on l'a dit clairement, donc ça veut dire qu'on a dit le contraire et que le nuage s'était arrêté à la frontière. Et les premiers à avoir averti de ce nuage les populations, c'est les employés d'une centrale nucléaire suédoise qui avaient remarqué une réactivité supérieure. Oui, de toute façon, on sait quand même, et on commençait déjà à cette époque-là à mesurer dans quelques centres, hein, pas partout, la radioactivité terrestre. Hein, d'abord parce que c'est intéressant, c'est comme ça qu'on a appris que la radioactivité terrestre naturelle en armorique, elle est très forte. Oui. Elle est largement plus forte que d'ailleurs certaines fois où on a une activité radioactive soi-disant un peu artificielle. Non, naturellement, parfois, elle est déjà plus forte. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, on a comme ça pu voir l'apparition de ce nuage. Et évidemment, ça a commencé dans les pays les plus proches, donc soit la Suède, la Pologne et d'autres pays. Et j'ai appris aussi dans ce livre, ces histoires extraordinaires de météo, que vous auriez pu avoir comme confrère Louis Baudin, Christophe Colomb. Ouais. Alors ça, je trouve que c'est une des histoires les plus extraordinaires quand on réfléchit du lien entre la météo et l'évolution de la société. Écoutez bien, l'anticyclone d'Azores tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire que les premiers marins, l'époque de Christophe Colomb, qui utilisaient des bateaux qui marchaient avec le vent. Ils remontaient pas au vent, très très mal, un peu au travers, mais fallait qu'ils aillent avec le vent, sinon ça marchait pas. Et donc l'anticyclone des Açores a obligé la trajectoire. Donc Christophe Colomb et les premiers marins sont partis d'Espagne, du Portugal, et poussés par les vents, ils sont partis vers les Canaries, vers l'Afrique. Et puis là, les alizés les ont poussés vers les Antilles, ce qui au début, ils pensaient tomber sur l'Inde par la face est, si je puis dire. Et puis ensuite, pour revenir, ils se sont dit, oui, quand on monte un peu, il y a les vents de sud-ouest qui nous ramènent vers l'Europe. Donc ça a amené quoi? Ça a amené l'esclavage, la traite des Noirs, le Noir qu'on emmène vers les Caraïbes, qu'on utilise et qu'on ramène. Si l'anticyclone d'Azores avait tourné dans l'autre sens, l'histoire aurait été totalement différente. On aurait d'abord découvert les États-Unis, puis les Caraïbes, puis l'Afrique, et d'Afrique, on serait revenu vers l'Europe. Peut-être qu'on serait noir aujourd'hui. Peut-être que tout est possible. Mais oui, tout est possible. En tout cas, l'histoire aurait été radicalement différente. L'esclavage n'aurait pas existé sous cette forme-là. Les Caraïbes n'auraient pas eu ce développement-là avec la même population. Donc, vous voyez que la météo, là, elle a carrément façonné une partie de l'évolution à la fois culturelle et historique de cette partie de l'Atlantique. Et il y a aussi un autre mystère sur Christophe Colomb. On a dit qu'il était portugais. En fait, il était italien, né à Gênes ou à Savone. Il était génois, exactement. Sauf que Gênes ne voulait pas lui donner les moyens de partir, et donc il s'est appuyé sur l'Espagne ou le Portugal. Le Portugal. Le Portugal, c'est bien ça. Et il se trouve ensuite aussi que le Stradivarius est lié à la météo. Vous le racontez dans ce livre. Ça, c'est extraordinaire. Non, mais là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire que comment est-ce que quand on écoute la nature, d'ailleurs, beaucoup l'ont fait pour la découverte de molécules aujourd'hui et de la science. Comment est-ce qu'on l'a fait? Tout simplement parce que les tout premiers observaient les plantes, observaient les herbes, ont utilisé le microscope, et puis petit à petit, on a pu comme ça trouver la relation, les molécules, l'étude. Et aujourd'hui, avoir ce progrès incroyable dans le domaine de la médecine. Mais dans le domaine de la musique, effectivement, il était utilisé à l'époque des arbres qui avaient une concentration, donc qui avaient un vécu historique tel que la densité, alors je suis pas un musicien, je sais pas comment on peut exprimer ça de manière encore plus plausible et plus efficace, mais on donnait du bois, on donnait une matière pour fabriquer ces violons qui était unique et qui aujourd'hui reste encore un mystère, où on pense qu'effectivement les bois utilisés à l'époque, on ne les a plus aujourd'hui parce que la configuration climatique a fait que les arbres ont plus cette même densité, cette même concentration et cette même matière. Donc ça donne effectivement des instruments un peu hors du commun et hors du temps. Je crois qu'il y a 600 Stradivarius conservés aujourd'hui, 400 qui peuvent encore être en activité et 20 qui ont disparu, qui n'ont jamais été retrouvés. Alors, il y a aussi un mystère de l'histoire que vous évoquez dans ce livre, c'est Moïse a-t-il traversé la mer Rouge? Oui.
Bon, alors là, c'est peut-être l'exemple un peu tiré par les cheveux, quand même. Ouais, Faut c'est bien pas reconnaître. avec vous. Ah, bon. Oui, c'est peut-être pour ça que j'en ai plus. Mais bon, en tout cas. Non, mais c'est vrai que quand on replonge dans la géologie, l'histoire de la géologie, on voit bien qu'il y a eu quelques ruptures dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où des pans de terrain ou des équilibres en matière de niveau d'eau ont pu brutalement se rompre. Et donc, il est fort probable qu'il y ait eu dans l'histoire, et notamment à certaines époques, des réserves d'eau, je sais pas comment dire ça, qui ont basculé brutalement en se déversant. Et donc, à cette époque-là, c'est clair que ceux qui ont pu être témoins de ce genre d'événements ont pu dire « Oh, mais que se passe-t-il ? C'est incroyable, des endroits où on ne pouvait pas évoluer, d'un seul coup, ont complètement changé le paysage et on a pu traverser, on a pu effectivement évoluer. » Alors bon, voilà, hein, c'est une hypothèse, mais en tout cas, ça illustre parfaitement que la météorologie, la situation a eu probablement ces moments de rupture où d'un seul coup, une accumulation d'eau dans un plan d'eau, dans une surface, a pu se déverser brutalement avec des ruptures et changer complètement le paysage à l'échelle locale. Mais quand je dis locale, c'est parfois quelques centaines de kilomètres. Oui, parce que des chercheurs du Colorado affirment aujourd'hui que c'était pas la mer Rouge, mais une autre mer qui l'aurait écarté. Voilà. Et puis, il y a la bataille d'Austerlitz. Le brouillard a permis à Napoléon de la gagner. Ouais, exactement. Bon, il a perdu Waterloo aussi à cause de la météo, mais Austerlitz, il a gagné grâce au brouillard. Bah oui, parce que en fait, il a pu accumuler. Il n'y avait pas de vision, hein, il n'y avait pas de drone à l'époque, donc il a pu accumuler ses troupes. Et faut reconnaître que bon, je sais pas si c'est intéressant ou aujourd'hui positif de dire ça, mais c'était un génie de la guerre. C'était quand même quelqu'un qui avait un peu un temps d'avance, utilisant l'artillerie, par exemple, pour déstabiliser les premières lignes avant d'envoyer ses fantassins, qui en plus étaient complètement acquis à sa cause, donc qui étaient vraiment des guerriers hors normes. Et donc la météo là l'a aidé effectivement à mettre en place toute cette structure, tout cet appui. Et donc on peut dire que ses adversaires avaient quasiment aucune chance, aidés par cette météorologie qui a pu masquer comme ça son travail stratégique. Ouais. Ben, j'ose vous qualifier d'empereur de la météo à travers surtout pas. Si, parce que vous avez gagné une bataille en découvrant certains secrets qui sont dans ces histoires extraordinaires de la météo chez Fayard, qui est absolument passionnante. On a raconté quelques histoires, il y en a beaucoup d'autres. Et je suis sûr que vous en avez beaucoup d'autres que vous sortirez dans un autre livre. Ah bah peut-être, hein, si on a bien l'appui historique, pourquoi pas, parce que c'est sans fin. Et puis je veux qu'on continue ou qu'on retrouve ce contact et ce rapport à la nature. Je pense qu'on l'a oublié dans la fin du XXe siècle parce que modernisme, parce que technologie, parce que vie confortable qui arrive, notamment dans nos pays. Hein, je dis pas que c'était le cas partout. Et aujourd'hui, il faut juste qu'on retrouve ce contact à la nature pour qu'on soit un petit peu moins prégnant et un peu moins pollueur entre guillemets pour les générations futures. En tout cas, les générations futures ou présentes découvriront ce livre, Les histoires extraordinaires de la météo. Merci de l'avoir écrit et puis merci pour votre passion de la météo, Louis Baudin. Merci pour votre invitation et d'avoir pu partager ça avec les auditeurs. Et merci. Réciproquement. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.